que tu as eu des mentors? C'était quoi ta personnalité de bébé? Tu te souviens de l'assassinat de Kennedy? Est-ce que tu préférerais être ailleurs? C'est où Cône? Est-ce que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé? Mais t'as toujours un rapport aujourd'hui avec Cône? C'est quoi la chose la plus illégale que t'as faite? J'arrive pas à décider si t'es un méga beau gosse ou pas. T'as un côté Georges Clooney, mais pas tout à fait non plus Georges Clooney. Moins bien, quoi. Ouais. Georges Clooney, c'est L-O-U-N-E-T. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton propre visage? T'as une discipline d'hydratation? Je bois du thé, mais à dose cosmique. Et mais de quel type? Du thé vert. Du thé vert. Ouais, le fameux thé vert. Parce qu'il est censé avoir des choses qui te... Il a des vertus diurétiques, donc tu passes ta journée à pisser. Oui. Donc tu fais plus pipi en buvant du thé vert qu'en buvant de l'eau. Oui, oui, bien sûr. Le thé a des vertus diurétiques. Ouais. Mais tu fais ça par nécessité de faire pipi ou alors? Non, parce que j'ai pas de problème pour uriner. En fait, j'urine assez naturellement et à dose fréquente. Non, c'est bon parce que ça. En fait, j'ai un thé qui est un mélange de sencha et de matcha. Je vois tout à fait. Le matcha, c'est un truc qui te. Voilà, et le sencha, ça t'équilibre. Le matcha, c'est cette poudre. Enfin, la poudre verte là qu'il faut. Oui, tout à fait. Frotter dans un. Avec le petit fouet en avec bois. Avec le petit fouet, ouais, très très chic. Arrête, ça m'excite. C'est un fouet d'un type un peu particulier. Oui, c'est pas le fouet qu'on imagine forcément. Non. La japonaise. Oui, exactement. Antoine Decaune, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que... c'est commencé, ça y est? Ouais. Ok. C'est où Cône? C'est dans le Minervois. C'est un endroit bien? Comment c'est je fais gaffe à ce que je dis parce que s'il y a des locaux qui écoutent. Oui, enfin, disons que c'est pas loin de Carcassonne. C'est dans le Minervois. C'est des terres assez sèches, arides, où ils font de la vigne et il y a un petit vin qui est buvable, voilà, qui a pris le soleil, on va dire. Et toi, tu as un rapport avec Cône? Oui, on vient de là. C'est le berceau de la famille. Oui. Mais tu as toujours un rapport aujourd'hui avec Cône? J'y suis retourné il y a 2-3 ans parce qu'après la mort de mon père, ils ont décidé de baptiser la place du village, la place Georges de Cône. Alors qu'avant c'était une avenue, donc il est revenu plus vers le centre. Et donc il y avait une petite cérémonie et j'avais fait un petit discours. Mais donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de centaines d'années en arrière, il y a quelqu'un qui a mal démarré parce que je l'aurais dit. Connard, merci. Non, c'est pas comme ça qu'on l'appelle. Il y a quelques centaines d'années, il y a un ancêtre à toi qui a dû faire un truc cool et on lui a dit ok, vas-y, on te donne Cône. Chevalerie. Petite chevalerie, chevalerie sur les armes de la famille, puisque la famille a des armes, il y a un home donc c'est une chevalerie. Mais alors ça remonte à... Il y a 3 canards aussi avec des tas de boulets, ça veut dire qu'ils ont franchi 3 fois la mare pour aller foutre la raclée aux Sarrasins, les 3 croisades, donc c'est très ancien, c'est pas de la noblesse des années 70, quoi. Ah non, c'est pas Monsieur Destin, non, c'est de la vraie. Mais après, c'est de la vraie, après comme dans toutes les familles, il y a eu des croisements, quoi. Il y a eu des invasions. T'es né le 1er décembre 1953. Ouais. Ça me fait super plaisir parce que tu es le premier invité de Small Talk qui est né sous Vincent Auriol. Ah oui. Tu es né sous le président Auriol. Est-ce que tu as des souvenirs de Vincent Auriol? Le président Auriol lui-même? Non. Très peu. Même en tant qu'enfant, tu le vois? Même en tant que tout petit enfant, non. Non. J'ai mes premiers souvenirs de président. Non, j'ai les souvenirs de De Gaulle. Oui. Voilà. Parce que j'avais un père très gaulliste. Donc... J'étais ravi du retour de De Gaulle au pouvoir. Et là, j'avais 6-7 ans, donc l'âge de commencer à entendre et à retenir des noms politiques. Tes premiers souvenirs d'actualité, c'est De Gaulle? C'est De Gaulle de Cône. C'est De Gaulle, parce que mon père était vraiment un gaulliste farouche. Ça remonte à l'histoire de la guerre, évidemment. Et c'était son grand homme, quoi. Donc j'entends parler de Gaulle. Mais comme j'avais un père qui lui-même présentait le journal à cette époque-là, qui donc faisait en sorte de rester impartial et de pas laisser transparaître ses opinions, on en parlait en privé de Gaulle. Enfin, il m'en parlait en privé. Tu es né donc le 1er décembre, ce qui veut dire que tu as été conçu au mois de février. Tu es un enfant du froid. Est-ce qu'on t'a raconté quelque chose sur ta conception? Je veux dire, est-ce que mes parents m'ont raconté un peu le détail du... Oui, même peut-être à demi-mot, genre, c'était une soirée. Non. Non. T'as pas d'infos sur ta conception. Ça arrive, ça, qu'il y ait des parents qui disent moi, je sais, par exemple. Toi, Junior, on va te raconter. Alors, non, voilà. ma mère, je sais que c'était au ski. J'ai une sœur qui était partie en cours de ski. Ils se sont dit, est-ce qu'on va au ski? Oh non, on va rester dans la chambre. Et voilà. Et là, ma mère se taisait et l'ellipse contenait bien sûr ce qui avait été fait pendant ce petit laps de temps. Touchous. Exactement. Touchous.
C'est pas une origine portugaise, hein, que c'est le... Si, un petit peu. Si, là, mon père était demi-portugais. Bah c'est touchous, oui. Oui, c'est complètement touchous. C'était quoi ta personnalité de bébé? Est-ce que t'étais un bébé qui se la pétait un peu, un bébé humble? Comment t'étais? Des souvenirs de la toute petite enfance? Ou alors des souvenirs qu'on t'a racontés de ta toute petite enfance? Ah, toi, dis-moi, Antoine, quand t'étais petit, t'étais un sacré... Non. Par exemple. Non, alors j'avais pour particularité d'avoir deux parents qui étaient très célèbres à l'époque. Oui. Parce que c'était les débuts de la télé, tous les deux y travaillaient, et tous les deux étaient des figures de cette télé qui venait de naître. Donc c'était vraiment des grosses vedettes. Oui. Mais par ailleurs, c'était des gens qui prenaient pas ça du tout au sérieux. Ma mère était comédienne de formation, mon père journaliste, et cette notoriété venue de la télé, ça en touchait une sans faire bouger l'autre, quoi. Oui. Et donc j'ai pas du tout été élevé là-dedans dans le respect de ça ou le culte de ça ou le glamour de ça. Donc oui, mes copains me voyaient un peu différemment parce que mon père faisait un métier pas comme les autres. Surtout qu'il se barrait partout pour des expéditions à droite à gauche. Enfin, il avait une vie insensée. Mais une fois passé 2-3 semaines, voilà, ça rentrait dans le rang, quoi. Donc rien de ouais. Non. Une personnalité de bébé normal, pas d'éclat. Je sais pas ce que c'est un bébé normal, moi. C'est quoi un bébé normal? Non, mais si moi j'ai pas de bébé moi-même, mais j'ai observé des bébés. C'est peut-être pour ça. Il y a des. C'est peut-être pour ça. Non, mais je vois des bébés qui sont là. J'existe un peu plus, et puis d'autres des bébés qui ressemblent déjà à des petits adultes de très petite taille. Déjà résignés et soumis. Et dépressifs. Ouais. Non, d'accord. Mais donc toi, t'as bébé classique. Quoi, oui, bébé. Joli bébé, hein. Joli bébé. Ouais, joli bébé, harmonieux. Ouais. Pas difforme déjà. Un poids acceptable. Bébé fit. Oui, un bébé fit. Et avec des parents très heureux, semble-t-il. Si j'en crois les photos que je vois rétrospectivement, il me sourit. C'est quoi le premier souvenir de toute ton existence? Est-ce que tu l'as en tête? Ça va pas très loin, en fait. Ça va à 3 semaines. À l'école primaire, avec des bagarres de marrons dans la cour. On se jetait des marrons. Et vous vous blessiez? Bien sûr. Oui. Ouais. Et on se faisait mal. Ouais. Mais c'est vrai que ça, parce que je me souviens très bien que dans mon école primaire, il y avait des marrons qui dataient de la Troisième République. Ouais. Et on se plaignait que nos marronniers n'avaient pas de marrons. Et on disait, ben oui, c'est fait exprès, c'est à cause de vous, bande de petits cons, parce que sinon, vous faites des batailles comme Antoine de Caunes. Quel rapport entre les marronniers et la Troisième République? Non, les marronniers dataient de la Troisième République dans la cour c'était pas une génération particulière de marronniers. Non, c'était comme on dit les marronniers du Japon, les marronniers de la Troisième République. Non, c'était des marronniers qui avaient été plantés au moment où l'école avait été construite, donc à ce moment-là, Jules Ferry, quoi. Et qui ne produisaient pas de marrons, donc. Et qui ne produisaient pas de marrons précisément pour que les enfants ne fassent pas ça. Mais donc pas des marronniers, c'est pas possible. Un marronnier qui ne produit pas de marron, c'est pas un marronnier. C'est un marronnier stérile. Un marronnier avec la coque, avec les petites piques, là. Enfin, justement, il y avait pas ça. Et ce qui nous décevait, parce qu'on pensait aux batailles comme ça. Bah oui. T'as des souvenirs donc de blessures? De bobo. Ouais. De bobo. Allô, maman, bobo. Marron dans la gueule. Marron dans la gueule, douleur. Il y a un truc qui te faisait particulièrement peur quand t'étais enfant? J'avais peur de ne pas voir mon père revenir. Mais non, parce qu'il partait tout le temps. Oui. Et il me disait, l'important, c'est pas d'arriver, c'est de partir. Oui. C'était vraiment son mot d'ordre même. Oui. Donc je le voyais souvent partir, j'avais peur de ne pas le voir revenir. Sinon, j'avais peur des fantômes. Oui. Ouais. J'avais peur des psychopathes, enfin des mecs cachés dans les placards là, qui pouvaient surgir. T'avais des doudous qui te permettaient de surmonter ces angoisses-là? Oui, j'avais un doudou, j'avais un petit ours bleu qui s'appelait Petit Bleu. D'accord. Où est Petit Bleu aujourd'hui? Je l'ai toujours. C'est vrai? Ouais. Il a survécu à tout. Alors, il me sert plus de doudou. Hein. Oui. Je me promène pas avec. Oui. Je m'endors pas en le prenant dans mes bras. Mais j'ai toujours mon Petit Bleu. Ouais. Il est bien râpé. Il est en bonne état. Enfin, il a toujours. Non, il est tout pourri, il est tout râpé, mais c'est une relique. Oui. Un Petit Bleu existe toujours. Moi, ça me. Ouais. C'est émouvant, non? C'était quoi l'équivalent de recevoir la PS5 à Noël pour un enfant de 1953? C'est le mécano. Le mécano, toutes les petites pièces en métal avec les boulons, les vis, etc. Et généralement, on se mettait les boulons dans le nez. Oui. J'ai fini à l'hosto comme ça, moi, à cause d'un boulon de mécano.
Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a oui, donc on l'a peut-être donné un tout petit peu trop jeune, en fait. Je sais pas, mais j'adorais, je montais plein de trucs dans tous les sens, j'adorais mon mécano, mais je sais pas pourquoi, à un moment, un écrou s'est retrouvé dans mon pif. Tu te souviens de l'assassinat de Kennedy? Oui, bien sûr. T'étais où? J'étais pas à Dallas, déjà, oui. pour commencer. J'ai essayé de m'interposer. C'était en été, hein. C'était le 23 novembre. C'était le 23 novembre, c'est ça, ce que je disais. J'étais où? Oui, non, l'été, c'était le Armstrong sur la Lune. Ouais. Parce que ça, j'en ai un souvenir très très vif. Non, je sais pas où j'étais. T'étais amoureux de quelqu'un quand t'étais enfant? De ma maman? Ouais. Bah oui. Ouais. Oui, c'était la plus belle des mamans. Oui. Et puis c'était une belle femme. Pour le coup, contrairement à d'autres enfants, t'étais pas le seul à penser ça. Ouais. Voilà. Ouais. Beaucoup trouvaient que ta maman était la plus belle des mamans. Ouais. En fait. Après, je passais une dizaine d'années sur un divan, donc je m'en suis remis. Mais non, les premiers émois, c'était Claude Jade. Tiens, par exemple, dans les films de Truffaut. Oui. Voilà, parce qu'en fait, j'ai grandi en parallèle avec Antoine Doinel. Oui. C'est-à-dire les 400 coups, baiser volé, domicile conjugal. En fait, je suis l'itinéraire de Doinel. Mais t'as peut-être 12 ans de moins. Non, il y a quelques années d'écart, mais ça n'a aucune importance. Oui. L'Antoine Doinel, les 400 coups, ce Paris noir et blanc, j'ai vécu ça. Oui. Voilà. Les premiers émois, et donc Claude Jade, en même temps qu'Antoine Doinel, je tombe amoureux de Claude Jade. Et donc Claude Jade, tu dirais que c'est la première personne avec laquelle tu t'es imaginé dans un contexte érotique? Non. Non, c'était très platonique. Oui, d'accord. Ah oui, c'était oui, c'était un amour courtois. Oui, d'accord. Ouais. Et ça t'a quitté ensuite. Claude Jade n'est plus rien pour toi aujourd'hui ou je ne vais pas dire que Claude Jade n'est plus rien pour moi aujourd'hui. C'est très désobligeant pour le. Non, mais sentimentalement. Oui, non. Après, c'est autre chose, quoi. Il y a d'autres figures féminines, oui. Enfin, les classiques, hein, les Ava Gardner, les Marilyn, les États-Unis, les Shirley MacLaine, beaucoup Shirley MacLaine. Donc pas d'amoureuse, ni à la maternelle ni en primaire. À la maternelle. Oh, c'est très fréquent. C'est très fréquent. C'est la première fois qu'on me demande ça. Ouais. Ah oui, je ne sais pas. Ouais. Non. Ça commence plutôt vers le 6e, 5e, ça. D'accord. Ouais. Et qui était-ce? Qui était-ce? La toute première se prénommait Pascal. Pascal. Ouais. Comme Blaise. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé avec Pascal? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Comment est-ce que vous vous êtes rapprochés? Est-ce que c'était unilatéral? Est-ce qu'elle t'aimait aussi? Oui, bien sûr, c'est une attraction réciproque. Oui, consentante, comme on dit aujourd'hui. Oui. C'était à Trouville-sur-Mer. Oui. Ouais. Bel endroit pour un premier amour. Magnifique, extrêmement romantique. Et voilà, des très chastes. Hein, donc pendant les vacances? Pendant les vacances, oui. Très, très doux, quelque chose de pas du tout sexualisé, justement. Oui. Pas... À 11 ans, oui, ce serait quand même précoce. Non, c'est un peu plus tard. Ça devait être 12-13 ans. Ouais. Bisous quand même. Oui, bisous. Bisous avec la langue? Bisous avec langue, parce que c'était l'époque où on faisait... Alors, c'était pas des booms. Oui. Mais des surbooms, non? Des surbooms. On avait un pote qui avait une cave dans sa maison, et donc on s'écoutait des disques avec des lumières bleues, rouges, vertes qui clignotaient, et on mettait des slows. Et là, le slow, évidemment, j'ai beaucoup dansé sur un morceau des Stones qui s'appelle I'm Going Home. Oui. Going Home. I'm going home. Qui est un medium slow, hein, qui est pas non plus Watershed of Fell, mais qui est un truc sur lequel on peut frotter un peu pendant 7-8 minutes. Donc frottage avec Pascal. Frottage avec Pascal. Qui se termine par un baiser. Qui se termine par un baiser, bien sûr. Où est Pascal aujourd'hui? J'en ai pas la moindre idée. Tu l'as jamais retrouvé? Non. C'était vraiment milieu des années 60, depuis plus de... C'était fin des... Oui, c'est ça, des 64, 65, non, ça remonte. T'étais bonne élève en primaire? Alors j'étais excellente élève en primaire. Ils m'ont même fait sauter une classe, ces cons-là. Ouais. J'ai sauté ma 8e. 8e qui est le CM1, Le CM1 aujourd'hui, et pour me retrouver en 6e à 9 ans. Et là, ça a été un désastre. Ah oui. Ouais, parce que normalement, on a 11 ans quand on arrive en 6e. Ouais. Donc à 9 ans, j'ai été totalement déconnecté, perdu, et j'ai redoublé. T'as redoublé ta 6e, mais finalement, tu n'as fait que reprendre le chemin normal, en fait. J'ai redoublé la 6e. Ouais.
Puis j'ai redoublé la 5e. Ouais. Et puis j'ai redoublé la 4e. Ok. Ouais. Donc là, du coup, Pour finir, à 18 ans révolu, le bac en poche. Ouais. J'avais des problèmes de discipline, j'avais des problèmes avec l'autorité, j'avais des problèmes avec le sens de ce qu'on essayait de m'apprendre. D'ailleurs, je pensais à Alexandre Astier, d'ailleurs, qui parlait aussi de son rapport à l'éducation. Il a même poussé le bouchon plus loin, lui. Il a essayé de sortir ses enfants du circuit scolaire avec des précepteurs et tout. Et oui, j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi on voulait absolument me gaver de connaissances qui me semblaient pas toutes indispensables. Ouais. Tu te souviens d'une rébellion? Je comprends bien la méthode qu'il faut apprendre, il y a une méthode à... Mais le contenu lui-même me semblait pas... je pense qu'il y avait des choses qui me semblaient plus importantes à l'extérieur. Oui. Tu te souviens d'un épisode de rébellion en particulier contre l'autorité dans ces années-là? Ah, il y en a eu plusieurs, oui. Oui, il y en avait plusieurs. Mais au point que je me suis retrouvé dans une pension, un internat religieux à Fontainebleau. Qui était tenu par des prêtres. Ils s'habillaient encore en abat-jour à l'époque, tu vois. Et avec un sens de la discipline assez strict. Et ce qui était marrant, c'est il y avait des textes qu'on n'avait pas le droit de lire. Par exemple, on n'avait pas le droit de lire Voltaire, par exemple. Genre 18e siècle, quoi. Au milieu des années 70, on n'avait pas le droit de lire et Voltaire et San Antonio. Ouais. Et donc, j'ai lu tout Voltaire et tout San Antonio. Bah oui. Grâce à ces... Ouais. C'est vraiment, il y a ce truc, à une époque, j'avais ce truc avec Atlantic City, qui était une ville où il y avait plein de débauches dans les années 20, et il y avait un guide religieux des endroits à surtout éviter. Vraiment, n'allez pas là. Qui évidemment est devenu un guide des endroits où il faut aller pour s'amuser. Indispensable. Voilà, exactement. Et une très belle chanson de Springsteen. Sur Atlantic City. Oui, bien sûr. C'était qui les meilleurs élèves quand tu étais au collège? Tu t'en souviens ou pas? Comment ils s'appelaient Ouais, comment ils s'appelaient? Où ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont ministres? C'est des copains d'avant, là, l'émission, quoi. Non, on s'est vraiment perdu de vue. J'avais quelques copains. Alors, les premiers, les forts en thème, c'était pas mes potes. J'ai plutôt tendance à avoir pour copains des types qui étaient un peu dans mon genre. Mais j'ai un souvenir marrant, par exemple, de cet internat religieux. On avait réussi, parce que je faisais de la musique à l'époque. Je jouais de la batterie et j'avais des copains qui jouaient guitare, basse et clavier. Et on avait réussi à faire un deal avec les curés à Fontainebleau pour avoir le droit de répéter dans la sacristie. En échange de quoi, on devait accompagner les messes du matin. Mais avec votre batterie avec le groupe. Mais c'est bizarre parce que c'est un peu contradictoire avec l'idée vous ne lisez pas Voltaire. En revanche, le rock'n'roll. Non, on accompagnait, on faisait pas Golotalov pour accompagner la messe. Non, c'était que des nappes. Des trucs un peu éthérés comme ça. Mais en échange de quoi, on pouvait répéter notre répertoire. À quoi ils ressemblaient les gens cool quand tu étais au collège, visuellement? Quand j'étais au collège, donc collège c'est déjà... C'est généralement entre 11 et 14 ans, peut-être toi un peu plus du coup. Entre 9 et 16 du coup, peut-être pour toi. C'est les premiers qui clopaient. Ah. Ouais, ça c'était super cool. Quelle connerie, hein. Quelle connerie. Ça, on peut pas faire ça, mais à l'époque c'était un geste, un démarquage, une rébellion. Et les seuls clopes accessibles, ça s'appelait des P4. Ok. Ouais, c'était 4 cigarettes vendues dans les petits paquets, ça coûtait 16 centimes. Et c'était en fait les fonds de tiroir des Gauloises, gitanes, enfin tous les rebuts. On fumait des P4. T'avais 14 ans en mai 68. Ouais. T'as manifesté? Non, j'ai pas manifesté parce que j'avais pas du tout la maturité politique. En revanche, ça m'amusait beaucoup. Et j'allais sur ma mob traîner. Je me faisais engueuler d'ailleurs par mes parents parce qu'ils étaient persuadés que j'allais prendre un mauvais coup. Et j'allais traîner, faire des photos. Je faisais beaucoup de photos à l'époque et je m'approchais au plus près du cœur de l'action, quoi. Mais Paris était en ébullition. T'as gardé ces photos-là de ces années 60? Oui, je dois l'avoir dans un coin. Tu faisais les agrandissements toi-même et tu les... Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la salle de bain avec les bacs révélateurs, fixateurs. Les odeurs de évidemment.
Qu'est-ce qui te faisait rire dans ces années-là, dans les années 60? Alors, ça a toujours été à peu près les mêmes choses. Ouais. J'ai commencé très tôt, parce que je repasse par la case maman, là, ouais. mais j'avais deux parents qui avaient un vrai sens de l'humour. Bon, mon père, c'était un homme d'esprit, ça passait par les mots, ça passait par le commentaire. Ma mère, ça passait par la comédie, le slapstick, le burlesque. Oui. Et elle m'emmenait régulièrement au cinéma voir Laurel et Hardy, les Marx, Buster Keaton, Harold Lloyd. Et j'ai vraiment... Alors ça, pour le coup, ça a été constitutif. J'ai grandi en riant avec ça. Et aujourd'hui encore, je revois des Laurel et Hardy et ça me fait le même effet qu'il y a 50 ou 60 ans. Quoi. Oui, c'est-à-dire que tu étais élevé avec un humour des années 20, en fait. Ouais. C'est ça. Oui, enfin le burlesque, c'est-à-dire c'est un humour sans parole. Ouais. Mais quand on revoit ça aujourd'hui, que ce soit Laurel et Hardy, Keaton, c'était des purs génies, quoi. Ouais. C'était des génies dans la mécanique, la construction. Les Laurel et Hardy, par exemple, qui étaient des moyens métrages, qui faisaient une 12-13 minutes. En 12-13 minutes, en partant d'une situation donnée, ils arrivaient à tout démonter. C'est-à-dire, par exemple, il y a un court-métrage de Laurel et Hardy où ils vendent des sapins de Noël. Ouais. Donc ils arrivent dans leur bagnole, leur décapotable avec les sapins partout. Ils vont sonner à la porte d'un mec qui est toujours leur partenaire dans les Laurel et Hardy. Le mec est toujours comme ça, là. Oui. Qui a ce strabisme très, très convergent. Oui. Il les envoie chier et en claquant la porte, il y a la pointe du sapin qui reste bloquée dans la porte. Ça démarre comme ça. 12 minutes après, la maison, c'est un tas de ruines. Leur bagnole, c'est un tas de tôles. Ouais. Tous les sapins sont déchiquetés. Enfin, il n'existe plus rien. Ouais. Et donc, la mécanique, pour partir de ça, d'un mec qui vient vendre un sapin de Noël, qui se fait envoyer chier, la pointe du sapin qui reste coincée, et 12 minutes après, il y a une guerre nucléaire qui est passée par là. C'est extraordinaire à décortiquer, quoi. Oui. D'abord, c'est drôle parce que la montée en puissance est irrésistible. Et puis, c'est une forme de génie, quoi. Ouais. Vraiment. Est-ce que tu as eu des mentors, des gens Ah oui, j'en ai eu beaucoup. Ouais. Et qui c'était alors? En fait, c'est des gens dont j'ai croisé la route et et avec qui j'ai partagé un bout de chemin, ce qui était à la fois des référents, des gens en qui j'avais une confiance aveugle, que j'étais prêt à suivre, qui me marquaient parce que j'adorais leur façon de penser, et à qui moi-même je plaisais au point qu'ils me couvaient un peu sous leur aile protectrice pendant un petit moment. Donc il y a eu Frédéric Dard, Frédéric Dard qui était un ami de la famille. Oui. Et puis quand finalement un jour je me suis retrouvé à l'interviewer, ça a tilté tout de suite et puis on s'est plus jamais quitté après. Il y a eu lui, il y a eu Gildas qui a joué ce rôle aussi, qui était comme une espèce de papa, papa dans le travail, quoi. Mais quand tu faisais quelque chose, tu disais, attends, qu'est-ce qu'il va penser de ça? Oui, voilà, ça me préoccupait. Ça me préoccupait. Enfin, ça me préoccupait de savoir si ce que je faisais allait trouver grâce à ses yeux. Oui. Donc il y a eu lui, il y a eu Lescure évidemment au début de Canal, il y a eu des proches. C'est des gens qui ont pu être sévères avec toi, c'est-à-dire genre non, là c'est pas top ce que tu fais. Est-ce qu'ils arrivaient, Oui, mais en fait ça se présentait pas comme ça, quoi. On avait une sympathie mutuelle et partagée. Ouais. Après, s'ils avaient quelque chose à me dire, un avis critique, je l'aurais écouté. Je l'écoutais avec plaisir. Et j'en tenais compte. Mention au bac? Assez bien. En plus, assez bien à cette époque-là, c'est comme les félicitations du jury aujourd'hui. Ouais, surtout que j'ai eu un demi-point en maths. Ah ouais, donc tu as eu des cartons dans d'autres matières. J'ai été sauvé par un examinateur qui a eu pitié de moi, parce que j'ai rendu une copie blanche, moi, d'abord à l'écrit, parce que j'ai séché les cours de maths les 2 dernières années. Je suis vraiment pas un exemple. Hein. Et donc, les questions qu'on me posait, c'était comme si on me demandait de traduire un mode d'emploi du moldovalaque, quoi, en français. Donc j'ai rendu mon papier et puis à l'oral, j'ai expliqué mon cas à l'examinateur. Je lui ai dit que j'étais absolument bouché à l'émery, que je ne comprenais rien aux maths, que ça ne m'intéressait pas et que il m'a dit oui, mais écoutez, vous m'êtes sympathique, je vais vous poser
question de logique pure. Puis il a commencé à me parler d'un étang avec un nénuphar qui grossissait de volume, du double de son volume tous les jours. C'est un truc qui normalement était très simple. Oui. Évidemment, j'étais à côté, quoi. Oui. J'ai fait la mauvaise réponse. Et là, j'ai vu une grande lassitude tomber sur ce malheureux qui m'a dit, bon, allez, je vous mets un demi-point pour que vous ne soyez pas éliminé. Donc j'ai eu grâce à cet homme-là. Parce que sinon t'avais un 0 et le 0 était éliminatoire. Sinon, oui. Ouais. Sinon, j'aurais redoublé. Ouais. T'as étudié ensuite? Alors, j'ai étudié après, oui. J'ai étudié des lettres classiques. Ouais. J'ai fait 2 ans de fac parce que j'adore la littérature et que j'avais envie de continuer. Alors, c'était littérature classique, ça voulait dire Chrétien de Troyes, le cycle arthurien, la table ronde, qui était passionnant. Hein. C'était passionnant, sauf que on se retrouvait une fois de plus derrière un bureau avec un prof devant le tableau à prendre des notes et j'avais envie de bouger, quoi. Ouais. Mais t'as quand même un DUG. Ouais. Un DUG. Un DUG de lettres classiques. Diplôme d'études universitaires. Ça sert pas à grand chose. Hein, et ça n'existe même plus. Non, ça n'existe plus, c'est vrai. Non, il y a plus de DUG. Ouais. Même à l'époque où le DUG de lettres classiques existait, je pense pas que c'était pas un sésame pour grand chose. Non. C'était l'étape avant la licence, quoi. C'était l'année avant la licence. Non, mais j'étais passionné de littérature déjà à l'époque et. Alors ça m'a servi à rien le DUG, mais en revanche ça m'a permis quand même d'analyser, de rentrer un peu dans l'analyse des textes, de comprendre le fonctionnement, la construction. T'avais toujours ton groupe de musique à ce moment-là? Oui. Comment il s'appelait? Wow Babe. Wow Babe. Wow Babe. Et vous aviez des chansons, tu te souviens de chansons que vous chantiez? Essentiellement des reprises. Oui. On avait un morceau original qui s'appelait Indian Nail, qui racontait donc l'histoire l'ongle d'un Indien. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Parce que ça sonnait bien. Pourquoi tu parles donc? Je parle nail. Nail. Et d'accord. Et on ne sait pas ce qui se passait à cet ongle. Il lui arrivait des choses. Non, parce qu'en fait, c'était un anglais vraiment phonétique, quoi. Oui. D'accord. C'était un anglais qui était fait pour sonner. Mais non, on faisait essentiellement des reprises. Et j'étais un très mauvais batteur en plus. Ouais, j'étais un batteur qui ralentissait le groupe au lieu de le propulser. Ouais. Et souvent, il se retournait vers moi, d'ailleurs, en me disant... donc, j'accélérais. Et c'était une époque où les solos de batterie étaient très populaires. C'était l'époque de Iron Butterfly, Inagada Davida. Il y avait un solo comme ça qui dure 6-7 minutes, qui est interminable. Chiant comme la mort, et rien de plus chiant qu'un solo de batterie. Hein. Ouais. Mais tu les faisais quand même les 6 minutes. Je les faisais quand même. Et alors on s'était produit à un bal de grande école, le bal de l'école des mines, où on avait fait l'orchestre, pour faire danser, quoi. Et comme moi j'avais mon solo de batterie, j'avais glissé mon solo de batterie au milieu. Et j'étais parti dans un solo. Et quand j'ai rouvert les yeux, la salle était vide. Tout le monde s'était barré. Tout le monde s'était barré. Il n'y avait plus personne. Alors que toi, tu vivais un moment intense, moi, un moment de gloire, extrêmement intense. Et c'était vraiment l'humiliation, en fait. Humiliation, voilà, une des premières humiliations. Donc j'ai renoncé peu après à la batterie. Ouais. Le batteur en fait, c'est assez ingrat parce que dans un groupe, plein de gens peuvent être un peu mauvais. Ouais, c'est pas très grave. Le batteur. Le batteur, c'est impossible. Et malheureusement, ils sont pas meilleurs que les autres sont là, mais on leur en veut parce qu'on a l'impression que c'est eux qui tirent le groupe vers le bas, alors que c'est juste que ça pardonne pas, quoi. Ça ne pardonne pas. Non. Parce que oui, tu ralentissais, accélérer, c'est pas ouf non plus. Hein. Ni l'un ni l'autre. Il faut juste garder le tempo, stable, en mettant la patate, quoi. Est-ce que tu as fait des petits boulots? J'en ai fait plein. Je veux tout savoir. C'est mon truc préféré de la vie, les petits boulots. Des petits boulots? J'en ai fait plein. Alors, j'ai un petit boulot, par exemple, un été. Alors, ça, c'était pistonné par ma mère. Oui. J'ai pu travailler à la SFP, Société Française de Production, rue des Alouettes, dans le 19e, et j'ai passé mon été à démonter des décors. À casser des décors, je dirais les décors de plateau. Il y avait beaucoup de décors à l'époque. Une fois qu'ils avaient servi, il fallait les démolir, les recycler, les casser. Donc j'ai passé un été complet, enfin presque complet, à péter des décors. À péter des faux immeubles haussmanniens. Avec un certain entrain d'ailleurs, parce que c'était les décors des Carpentiers, par exemple, qui faisaient des émissions de variété.
qui me faisaient mal aux oreilles. C'était avec un certain plaisir que je défonçais leur décor. Et en plus en étant payé, alors que c'était un plaisir. Peu payé. Non, j'ai eu un autre petit job comme ça, parce que quand j'ai commencé... je suis parti de chez moi, donc ma mère m'a dit, écoute, c'est très bien, je faisais de l'université le matin, et l'autre moitié du temps, il fallait que je gagne ma vie. Elle m'a dit, tu pars, mais tu te démerdes, quoi. Et donc j'étais coursier. J'étais coursier pour un radiologue spécialisé dans le cancer du sein. Oh. Ouais. Alors moi, je livrais les cancers et les cas bénins partaient par la poste. Les quoi? Les cas bénins. Les cas bénins, d'accord, oui, d'accord. Et donc t'étais livreur de cancers. Je livrais des cancers, ouais. Oh là là. Je prenais ça très au sérieux. Tu livrais des cancers aux cancéreux ou aux médecins? Parfois, non, parfois aux patients. Et moi, je le savais, évidemment, puisque je livrais. Donc c'est des trucs qui partaient pas par la poste. Et donc tu t'arrêtais ta petite moto et tu remontais chez la porte, bonjour, j'attendais un pourboire. Oui. Éventuellement, bah non, parce que de toute façon ça... Écoutez, je sais que vous allez mourir, mais quand même, c'est possible. Je veux dire, je suis quand même venu... et je prenais ça très au sérieux, je m'habillais en noir. Oui. C'est une mission un peu. C'est pas drôle du tout. C'est infiniment triste et en même temps si drôle. J'ai fait comme petit job, j'ai fait un été dans une boîte d'assurance aussi. Oui, alors, je me suis fait chier, mais à crever, quoi. Mais à faire, à calculer des polices d'assurance, non, de la paperasserie, de la connerie. Et puis après, dans les petits métiers, assez rapidement, j'ai fait des piges, parce que je voulais être photographe au départ. Oui. Donc je me suis retrouvé comme stagiaire à Sigma, qui était une agence de presse, où je développais des pellicules, je rangeais les diapos, et puis surtout je me faisais pote avec tous les photographes qui étaient là, qui étaient des mecs géniaux, et j'avais l'espoir de devenir moi-même photographe. Voilà, c'était pour ça que j'étais là. Et qu'est-ce qui a cassé cet espoir? Eh ben, ce qui a cassé l'espoir, c'est qu'un jour, comme souvent dans les agences, quand il se passe quelque chose et puis il n'y a plus personne pour y aller parce que tout le monde est parti, ils m'ont envoyé moi. Et c'était la nuit de la mort de Franco. Ok. Franco est mort. 1973, je crois. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Et Franco avait condamné à mort trois jeunes indépendantistes, pré-ETA, enfin ça s'appelait pas l'ETA encore à l'époque, condamnés à mort et qui devaient être garrottés. Et il y avait eu une mobilisation générale demandant la grâce pour les mômes, quoi, parce que de toute façon l'autre il était en train de la glisser, donc le problème était résolu. Ben pas du tout. Il est mort et les mômes ont été exécutés direct derrière. Et donc l'agence m'a dit, bah vas-y, file au Pays Basque et fais des photos. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quoi? On file au Pays Basque et on fait des photos. On fait des photos de quoi? Moi, je suis arrivé, j'ai franchi la frontière, je suis parti en bagnole avec un copain. C'était un état de guerre civile. Il y avait de la police, des militaires partout. Enfin, Franco venait de mourir, quoi. C'était la fin du franquisme. Et je suis allé au village d'où venaient les jeunes Basques pour essayer de comprendre en photo comment on pouvait risquer sa vie à 16 ans, 17 ans. Dans un régime comme ça, finissant, puis voué à disparaître, essayer de comprendre, voilà, visuellement, d'où ils venaient, comment ils en étaient arrivés là. Et évidemment, je suis tombé dans un village en deuil. Les mômes venaient d'être exécutés, donc c'était calme plat, pas de manif, rien. Je suis allé frapper à la porte, j'ai trouvé l'adresse d'une des familles, et je suis allé frapper à la porte. Alors j'en menais pas large, il fallait que je fasse des photos, et je suis tombé sur la mère d'un des trois mômes, tout en noir, une basque très digne, très murée comme ça, Et je lui ai expliqué que je venais de Paris, je voulais faire des photos. Elle m'a dit bouge pas. Elle est rentrée prendre une photo de son fils. Elle est ressortie, elle se l'est collée sur le cœur comme ça, et elle m'a dit fais ta photo. J'ai fait ma photo. Et j'ai compris que je pourrais jamais faire ça toute ma vie, quoi. Que c'était émotionnellement, c'était bien au-delà de ce que je pouvais supporter. Oui. Donc je suis rentré à Paris avec mes photos. Je me suis fait engueuler parce que j'avais pas la grande manif avec l'enterrement, les cercueils ouverts, ce qu'ils voulaient pour Paris Match, quoi. Oui. J'avais juste cette photo de la mère d'un des militants, qui d'ailleurs a été vendue à Stern. Oui. Qui a fait une pleine page dans Stern, quand même. Mais j'ai compris ce jour-là que c'était pas mon métier. Ouais.
ça t'avait trop bouleversé pour que tu continues à le faire, quoi. Ouais. Après, j'ai beaucoup d'admiration pour les photographes de guerre. Je suis fasciné par ces gens-là, quoi, qui vraiment vont en première ligne. Oui. À chaque fois, ils jouent leur vie, quoi. Et ils savent ce qu'ils font, et ils savent le danger, et puis, mais ils vont témoigner. Oui. Ils vont au contact, rapporter des... Je suis très admiratif de ça, je suis incapable de le faire moi-même. Après, moi, je viens d'avoir un voisin qui photographiait du fromage. Ouais, c'est un autre choix. Des fromages. On sent bien, tu vois, genre, tiens, un promo chez Monoprix ce mois-ci, il y a toujours des fromages en photo qui sont, tiens, il a l'air bon ce fromage. Ouais, c'est un métier un petit peu précis, un petit peu développé. Oui, alors c'est un beau métier aussi, ça. Voilà. Mais c'est pas celui vraiment que tu avais en tête. Non. Voilà. Et ça, c'est moins bouleversant. Voilà, c'est ça. On est moins bouleversé par un Roquefort. Tout à fait. Tout à fait. Ou alors, peut-être des gens déviants, mais en tout cas, dans l'ensemble, moins, quoi. T'as écrit. J'ai appris ça, t'as écrit la version française de certains génériques de dessins animés. C'était pas la version française, c'était la version originale. Ixor, par exemple. Ixor, le shérif de l'espace. Oui. Ixor, son domaine, c'est notre galaxie. Bah oui, c'est ma pomme, ça. Ixor, sur la terre, il est comme toi et moi. Ixor. La musique et les paroles? Ah non, pas la musique. Non, j'étais un mauvais batteur, j'avais pas composé des... Ça va pas, non. Non, c'était un musicien qui s'appelait Bokeh, je crois. Oui. Qui ont refait, donc, parce que c'était une série japonaise. Donc, oui, alors voilà, c'était des séries japonaises, mais ils viraient le générique originel. Y compris, donc, genre, toutes les paroles, et toi, tu pouvais écrire ce que tu voulais. Bah voilà. Et il fallait raconter. Alors, c'est un exercice, c'est un petit exercice de style assez marrant, et j'en ai fait quelques-uns. Donc, le shérif de l'espace, c'est toi. C'est moi, ouais. Alors, ça ne dit pas grand-chose aux gens qui ne sont pas de ma génération. Il n'y a plus personne. Hein, mais c'est fou, j'étais en CP. C'est vrai. Et genre, Ixor, alors ça m'a terrorisé ensuite. J'ai fait des cauchemars beaucoup avec Ixor parce que je crois pas que c'était très adapté aux gens de mon âge. Mais c'était le fameux qui se métamorphosait en moins de 5 centièmes de seconde. Ouais. Grâce à toi. C'était pas grâce à moi qui se métamorphosait, mais. Et c'est toi aussi qui as fait Clémentine. Clémentine. Quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Ça, c'est tes mots à toi. C'est mes mots à moi. Mais c'est génial. Excuse-moi, mais c'est génial. Voilà. Parce que c'est dans mon cœur très profond. Je vois, oui. Ouais. C'était à la montagne aussi. Partiellement, oui. T'es une des personnes qui a le plus défendu le rock en France de toute l'histoire de la France et du rock. Le rock, on pourrait dire quand même, c'est un ringardisé peut-être depuis une quinzaine d'années. Pourquoi ringardisé? Je sais pas, c'est un truc que disons que moi quand j'avais 15 ans, c'était le summum du cool. Ouais. Aujourd'hui, le summum du cool global, c'est quand même un peu plus le rap. Ouais. Est-ce que c'est triste de voir la passion de ta vie perdre un petit peu de son cool? Non, je m'en fous. Non. Je m'en fous complètement parce que moi, j'ai grandi avec ça. Oui. Donc ça a été extrêmement important, formateur, constituant de ma personnalité. Mais j'ai grandi à une époque, j'ai quand même eu le bol de passer à travers les années 60-70, qui sont quand même des années, des espèces de Graal. Oui. En tous les cas, une époque où on inventait une grammaire, un vocabulaire, enfin voilà. Après, une fois cette grammaire posée, elle a été déclinée à l'infini, elle continue à l'être, et parfois très bien, et par des gens qui rajoutent une dose de piment. Mais pour moi, ça a été tellement important et constitutif, le rock, que... Non. Et tu retrouves quelque chose de cet ordre-là dans les 10 dernières années avec le rap, ou alors c'est quelque chose qui... Non, je m'intéresse au rap parce que j'écoute ce qui se fait, mais ça me touche évidemment beaucoup moins. Oui. Mais de la même manière que les gens qui aimaient le jazz avant et n'ont pas du tout été touchés par le rock. Mais ça dit, moi, j'ai un âge où j'écoute de tout aujourd'hui. J'écoute du jazz, j'écoute du rock, j'écoute du rap, j'écoute ce qu'on me donne à écouter. Je réécoute beaucoup, ce qui est quand même un signe que soit de tassement intellectuel, soit que c'est une musique qui a en elle une telle richesse que plusieurs milliers d'écoutes ne suffisent pas à l'épuiser, quoi. Ouais.
Donc oui, je réécoute et je redécouvre des choses. Je pense que des auteurs comme Dylan, comme Springsteen, comme McCartney, comme Prince récemment, on est loin d'en avoir vu le bout, quoi. Même si on les a écoutés et réécoutés des centaines de fois. Alors Smalltalk, on dit toujours que c'est beau, on parle de tout sauf de ce pourquoi la personne est connue, mais après sinon, si on dit vraiment que ça, les gens après ils disent bah non, moi je viens pas, j'ai des trucs à promouvoir. Et toi, il y a quelque chose que tu as à promouvoir, c'est que ça va être les 40 ans de Canal+. On va fêter les 40 ans de Canal, ouais. Ça c'est le 4 novembre. Tu seras le MC ou je fais le MC, ouais. Enfin, je fais le lien, le fil rouge entre tous les magnétos, les gens qui vont venir sur le plateau dire un mot. Bon, on essaie de faire un truc qui est pas nostalgique, rétrospectif. On va pas faire les enfants de la télé de Canal avec recyclage des archives qu'on a déjà vu 1000 et 1000 fois. On va faire un truc assez joyeux, moderne, contemporain, avec les gens qui sont venus apporter un peu de sang nouveau à cette chaîne depuis 10-15 ans. Et voilà, ça va être une soirée, je pense, très agréable. On finit toujours l'interview Smalltalk avec un moment où on pourrait dire en vrac, ça s'appelle en vrac. On pourrait dire bah tiens, c'était déjà en vrac. Non, c'était un petit peu chronologique. Là, ça va cesser de l'être. C'est des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais dont j'espère que tu pourras, qui peuvent être bêtes, qui peuvent être un peu moins bêtes, mais j'espère que tu pourras y répondre le plus sincèrement possible. Je crois que depuis toujours, quand je te vois à la télévision, j'arrive pas à décider si t'es un méga beau gosse ou pas. Il y a un truc, t'as un côté Georges Clooney complètement, mais pas tout à fait non plus Georges Clooney. Moins bien, quoi. Ouais. Georges Clooney, c'est L-O-U-N-E-T. Exactement. C'est quoi la position? Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton propre visage? Non, mais honnêtement, je me pose pas la question. Moi. Je me suis jamais dit, beau gosse. Oui, jamais. Non. Pas une fois, genre. Non, je vois tous les défauts, moi, au contraire. Ouais. Et lesquels sont-ils, à ton avis? Le pif, un rire un peu idiot, une respiration saccadée. Quand les Guignols, ils ont fait ta marionnette, est-ce que ça a fait apparaître des choses de ton visage que tu n'avais pas forcément décelées avant? Non, ils ont sorti les bons trucs, quoi. Le gros pif, les dents de lapin, l'air un peu con. Non, tout était là. Ouais. Il y a quand même le fait que tu fais entre 15 et 20 ans de moins que ton âge depuis toujours. Comment tu expliques ça? Est-ce qu'il y a une explication? Il n'y a pas d'explication. Est-ce que c'est le thé vert? Non, le thé vert va pas à l'encontre de ça. Je me détruis pas la santé avec du thé vert, c'est sûr. Si je remplaçais par du gin tonic, peut-être que il y aurait une dégradation plus rapide. Non, il y a des gènes favorables. Voilà. Mes parents étaient un peu dans le même cas. Ils faisaient pas tout à fait leur âge. Il y a une très légère hygiène de vie, enfin qui est pas dogmatique. Tu fais du sport? Je fais un petit peu de sport pour m'entretenir, mais voilà. Puis je fais un peu gaffe à ce que je bouffe. Et, j'ai envie de rester en forme, en fait. C'est pas du tout, c'est pas du narcissisme. C'est que il faut que je me sente bien dans mon corps. De la crème? Non, pas de crème. Non. En plus, pas de crème. Pas de pommade. Pas de pommade. Pas de pommade. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ta propre voix? J'aime pas ma voix, pareil. Oui. J'aime pas ma voix. Je revois jamais les émissions de télé. Je peux pas me revoir parce que c'est vraiment une souffrance et c'est pas du tout une posture quand je dis ça. Je ne revois pas, sauf pour des raisons techniques dans le combo, si pour une entrée, une sortie. Bon, sinon je peux pas me revoir. Je peux pas m'entendre non plus. J'ai fait de la radio quelques années. Je déteste ma voix. Donc non, tant qu'on me demande pas, tant qu'on me renvoie pas, qu'on me demande pas de revoir ou de réécouter, tout va bien. Quelle est ta position sur la drogue? Ma position sur la drogue? Ta position sur la drogue. C'est-à-dire plutôt allongé, sur le dos, le ventre. Si tu veux la prendre au degré. Non, est-ce que la drogue, oui. Je pense que la drogue c'est moche en fait, d'une manière générale. Je pense qu'il vaut mieux vivre sans drogue qu'avec de la drogue. Il y a en plus les drogues d'aujourd'hui sont pas tout à fait les mêmes que celles des années 60-70. Les molécules ont pas mal migré. Se sont bodybuildés un petit peu. Se sont bodybuildés, Et j'ai eu vent de plein d'histoires de mômes qui restaient scotchés après avoir fumé des trucs pas très. Donc grande méfiance et j'ai un garçon de 16 ans que je n'encourage certainement pas à aller tenter l'aventure, quoi. Donc mais je lui en parle simplement, quoi. Et non.
Parce que tu as traversé quand même des années où c'était... J'ai traversé des années où on essayait, bien sûr. C'était à portée de main, et puis c'était, évidemment... Non, je vais pas jouer les tartuffes. Mais essayer, ça veut pas dire plonger. Par exemple, moi j'ai essayé une fois dans ma vie un acide. Oui. Parce que je voulais. Il y avait une telle littérature autour de ça, enfin toute la contre-culture américaine, les textes de Timothy Leary. J'avais besoin de savoir, d'expérimenter par moi-même. J'ai fait un trip. J'ai compris que c'était pas du tout pour moi. C'était un peu comme la photo de guerre ou la batterie, et qu'il valait mieux rester à l'écart de ça, parce que je me suis fait peur. Oui. Voilà. Je me suis fait des grosses sensations. C'est bien d'essayer, il faut pas fermer les portes, il faut juste, quand on s'adresse à des mômes, en tous les cas, leur déconseiller très vivement d'aller faire ça, d'aller y toucher. Est-ce que tu t'excuses facilement? Oui, bien sûr. T'as déjà demandé? Très volontiers, très volontiers. D'abord, j'ai pratiqué l'humour pendant longtemps, et s'il y a quelque chose que je déteste, c'est de blesser les gens. Oui. Je ne supporte pas ça. J'aime bien rire avec, mais pas aux dépens. Oui. Et vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois, enfin, pas beaucoup de fois, mais quelques fois, où vraiment le mec le prenait mal en face, et j'étais dévasté, quoi. Oui. Donc je m'excuse. Oui, bien sûr. Il faut s'excuser. Il faut pas avoir peur de s'excuser. C'est très bien de s'excuser. Aujourd'hui encore, tu peux demander pardon à ces... Oui. Alors, je passe pas ma vie à me flageller, à dire excusez-moi, pardonnez-moi, ça va. Non, j'assume tout à fait ce que je fais. Mais quand ça se présente, quand, je sais pas, il y a un faux pas, une maladresse, un mot déplacé, oui, je m'excuse. Je présente mes excuses. Est-ce que tu as un exemple de quelqu'un auquel tu t'es pris ou tu t'es excusé? Oui, comment il s'appelait? Un crooner américain, Harry Connick Jr. Ouais. Harry Connick Jr., on lui avait fait un sketch de fin où, avec un personnage qui arrêtait pas de dire fuck you, parce que c'est un mot interdit à la télévision américaine. Oui. Et lui, je le voyais qui se décomposait à chaque fois et qu'il prenait très mal, ça le faisait pas rire, et au-delà de pas le faire rire, ça le blessait, ça le touchait, quoi. Ouais. Bon. Découvert après que c'était un baptiste convaincu, ultra religieux, qui déconnait pas du tout avec ça, et que ça l'avait... Donc je suis allé lui dire, je suis désolé de vous d'avoir heurté votre sensibilité. Ouais. Donc ça remonte à un certain moment. C'est quoi la chose la plus illégale que tu as faite de ta vie? La plus illégale? Oh là! C'est-à-dire qui mérite la peine, la punition la plus forte au regard de la loi? C'est une longue histoire. J'avais un copain qui était un Hells Angel. Ouais, donc les motards aux franges de la loi, quoi. Voilà, aux franges, qui était un mec génial, qui est toujours vivant, qui était un des mecs les plus drôles que j'ai croisé dans ma vie. Hells Angels France. France, ouais. Puis un jour, on avait rendez-vous dans un bistrot rue Lafayette, et il avait un look très Buffalo Bill. Oui. Très, très nettement Buffalo Bill. Regard de tueur. Ouais. Mais par ailleurs, un mec charmant, quoi. Oui. Avec ses couleurs dans le dos. Fallait juste pas l'emmerder. Ouais. Si tu l'emmerdais, bon. Et on est dans un bistrot, et il y a deux mecs qui s'assoient à côté de nous, un peu genre VRP, un peu éméché, tu vois. Oui. Et ils commencent à le regarder et à dire « Buffalo Bill, t'as mis ton cheval et tout. » Et très gentiment, il leur dit « Oubliez-moi, je suis pas là. Faites comme si j'étais pas là. » Puis les mecs continuent. Et au bout de 5 minutes, il en peut plus. Donc il me dit « Tu bouges pas, tu me gardes ça sous la table. » Il sort un truc de sa poche. Un paquet de coke. 100 grammes de coke. Tu me le gardes, je reviens dans 5 minutes. Et donc je me retrouve avec un paquet de coke sous la table du bistrot. Oui. Il se lève, il prend un des deux mecs qui était assis à côté de nous, il dit tu viens avec moi, il l'emmène sur le trottoir, et là, comme une scène de film, tu vois, par la vitrine, il y avait un petit rideau, je le vois, il lui en colle une, le mec disparaît du champ, il revient dans le bistrot, il dit au deuxième, maintenant c'est toi. Et l'autre, non, c'est lui qui avait tout dit. Non, tu viens aussi. Il le prend, il le sort, et là, la même scène, il lui en colle une, le mec disparaît du champ.
Et puis de nouvelles. Et puis il revient dans le bistrot, il se rassoit très calme en disant « Ok, rends-le-moi ». Il le reprend, il le remet dans sa poche, on recommence à discuter. Et 5 minutes après, sirène, les flics arrivent avec les 2 mecs. C'était très drôle parce qu'ils avaient tous les 2 des lunettes, mais ils n'avaient plus chacun qu'une moitié de lunettes avec un coquin monstrueux de l'autre côté. Et ils arrivent outrés en disant c'est lui là-bas, c'est lui. Et là, tout le bistrot, unanimement a dit attendez, c'est eux qui les ont fait chier, ils n'avaient rien demandé, il s'est défendu. Donc, ça s'est tassé comme ça. Et moi, donc, j'avais vraiment franchi la ligne, si je puis dire, là. Avec mon paquet de 100 grammes. C'est-à-dire que pendant un court moment, tu étais en possession d'un truc qui aurait pu t'envoyer en prison pendant un sacré moment. Qui aurait pu m'attirer des très grosses envies. Putain, bien fait poser la question. Anecdote. Est-ce que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé? Oui, la plupart du temps. T'as pardonné à qui? Je pardonne parce que, en fait, je me rends compte en vieillissant que l'indulgence, c'est un mot qui compte. J'accorde toujours beaucoup de circonstances atténuantes aux gens, y compris à ceux qui se sont mal comportés. Je trouve toujours un tas d'excuses. Bon, ok. Et donc, oui, j'ai tendance à pardonner. Est-ce que tu as un regret très grand de ton existence? Oui, j'ai un regret. Alors j'ai un regret très précis même, qui est lié à Canal et à l'histoire de Canal. Pour les 30 ans de Canal, on avait fait un gros barnum au Zénith avec, il y avait plein de musique, et j'avais invité Monsieur Méthane. Monsieur Méthane, qui est un pétomane anglais. Qui se produit en costume de super-héros avec le loup comme ça, et puis il se met sur le dos, il renverse les jambes et il peut interpréter ou interpréter n'importe quel standard. Et donc là, devant un public ébahi, devant 5000 personnes, il avait interprété Dadou Ronron. Et Triomphe, etc. Et là, au moment où il le faisait, j'ai eu un regret. Je me suis dit, mais putain, j'aurais dû lui demander de faire la Marseillaise. Et là, la Marseillaise avec une salle, un zénith complet, debout, la main sur le cœur. La Marseillaise, interprétée par un pétomane anglais, pour moi, ça aurait été, mais ça y est, j'avais touché la grâce, là. Je pouvais me retirer. Et j'ai voilà, ça c'est un regret. Non mais c'est vrai, c'est un vrai regret. Et j'y repense souvent. Et Monsieur Méthane est toujours parmi nous? Monsieur Méthane est toujours parmi nous, il est toujours en activité. Donc peut-être qu'il y a, on peut rattraper le coup à un moment ou à un autre. Non, c'est des idées qu'il faut. Qu'il faut saisir sur le moment. Après, ça fait un peu réchauffer. Merci Antoine. Merci beaucoup. Merci David. Bon cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Ça ne tournait pas et des blagues excellentes ont été faites. Et pour économiser des cartes SD, même pas des cartes SD, pour ne pas user des cartes SD comme si c'était des bandes magnétiques, eh bien le rec n'a pas été fait. Et donc ces blagues sont perdues pour l'humanité. Voilà, elles sont dans nos esprits et elles sont envolées comme des choses éphémères. Tu peux nous refaire les blagues qu'on a fait qu'on n'a pas enregistré? Je sais plus, c'était dans le moment. On y va? Il y a un truc à boire là-dedans ou pas? Tu veux du café? Non, mais de l'eau, je veux bien. De l'eau, c'est ici plutôt. Parfait. Voilà. Et ça, je sais pas si t'as vu, mais bon, c'est un cadeau. Oh, mais c'est sympa. Avec ton nom dessus. Génial. Tu peux boire des trucs avec, c'est fait pour ça. Je m'hydrate énormément dans la journée, moi. C'est vrai, t'as une discipline d'hydratation?